Merci de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Au sommaire, les migrants sénégalais secourus au Cap-Vert de retour à Dakar cet après-midi. Les dépouilles seront finalement inhumées sur place. Le khalife général des Mourides au chevet des familles des disparus, une délégation de Serigne Mountakha Mbacké s'est rendue à Fass Boye. Les fortes pluies de ces derniers jours et leur lot de conséquences des quartiers sous les eaux, le point à Keur Massar et Saint-Louis dans ce grand journal. Le dossier politique de ce midi, nous allons passer à la loupe les ambitions de Mamoudou Ibra Kane et Serigne Mboup. Le leader du mouvement Demain, c'est maintenant. Et l'homme d'affaires ont déclaré leur candidature à la présidentielle de 2024. L'actualité internationale, Anna Rocha, Youssouf Bodian pour la page des sports, la revue de presse de Mohamed Alimba et enfin d'édition, point de vue, la justice et les derniers dossiers politiques. Le prétexte, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, rencontre au cours de laquelle les nombreuses arrestations au cours de ces derniers mois ont été évoquées. La mise sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. C'est cet après-midi que les rescapés de l'embarcation qui avait échoué au large du Cap-Vert arrivent à Dakar. Leur vol est attendu à 15h à la base militaire de Ouakam. Ils sont plus d'une trentaine. Quant aux dépouilles des 7 autres victimes, elles seront finalement inhumées en raison de l'état dans lequel ils se trouvent. Ils seront donc inhumés sur place. Les corps de ces migrants devaient être initialement rapatriés au Sénégal. Selon l'agence de presse sénégalaise qui cite le cabinet de Annette Seck Ndiaye, la décision a été prise après concertation avec les représentants de Fass Boye faisant partie de la délégation du ministère en charge des Sénégalais de l'extérieur. Et puis une délégation du khalife général des Mourides était à Fass Boye pour transmettre un message de Serigne Mountakha Mbacké qui a manifesté sa solidarité aux familles. Le guide religieux a exhorté les jeunes à rester au pays car ils peuvent réussir sur place. Les émissaires du khalife ont remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA aux familles des disparus. Cheikh Anta Diop. Un recensement fait état de 60 personnes disparues en mer. Le khalife Serigne Mountakha Mbacké a manifesté son soutien. Serigne Moustapha Saliou Diouf fait partie des émissaires. Notre présence et le message du khalife général des Mourides ont presque calmé les ardeurs. On pouvait le lire sur les visages. Le khalife a octroyé une enveloppe de 5 millions de francs CFA aux familles. C'est Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui vous manifeste avec émotion sa totale compassion et sa solidarité. 5 millions ngir jalé len ko ngir massawo len ko. Le porte-parole du khalife général des Mourides a lu devant l'assistance le message de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il a demandé aux jeunes de rester au pays. Serigne Mountakha Mbacké a demandé aux jeunes de rester au pays. Ils peuvent rester et réussir. Il faut travailler dur et être discipliné. La violence doit être bannie dans ce pays. Je suis sidéré de voir un certain comportement des jeunes. L'éducation, elle est fondamentale. Par le biais des émissaires du khalife, les notables et chefs de village de Fass Boye et villages environnants ont demandé une médiation du khalife pour la libération des jeunes qui ont été arrêtés et déférés au parquet. Pour rappel, lors des manifestations, des jeunes de Fass Boye avaient saccagé des édifices publics et brûlé le centre de pêche de Fass Boye. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Il a beaucoup plu ces derniers jours, le week-end surtout, de fortes précipitations qui ne sont pas sans conséquences dans certaines localités de la capitale et de l'intérieur du pays. À Darussalam 1, dans le département de Keur Massar, les eaux de pluie ont envahi la route principale. Une situation qui importune les commerçants établis aux environs. Certains sont obligés de baisser rideau, ne voyant plus de clients. Pendant ce temps, les habitants prévoient une marche pour exprimer leur souffrance. Reportage à Darussalam 1, Aminata Bah.
La route Darussalam 1 est impraticable à cause des eaux pluviales et c'est le commerce qui en pâtit. Robert, propriétaire d'un bar, est une victime collatérale. Il n'arrive plus à voir des clients. On reçoit beaucoup d'eau, ce qui fait qu'actuellement tous nos commerces ne marchent pas sur ce côté. Oui, on a un PLR de la LONASE. Forcément, les clients doivent traverser, venir jouer. Et on a aussi un bar, restaurant, mais on ne voit plus de clients. Oui, on doit travailler, mais pratiquement les gens ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas où se garer. Sur le même alignement, on trouve une menuiserie en aluminium. Les travailleurs se disent également impactés par les eaux pluviales. Ousmane est menuisier. C'est vraiment compliqué à cause de ces eaux. Nous ne pouvons même pas exposer nos produits. Nous travaillons aujourd'hui dans le désordre. Pourtant, cette route dispose de canalisation, mais selon Mustapha, les ouvrages ne répondent pas aux normes requises permettant d'évacuer efficacement les eaux. C'est le travail qui n'est pas bien fait. Si c'était bien fait, ça n'allait pas arriver comme ça. Ces victimes des inondations dans l'angoisse mettent en garde. Ils n'écartent pas, disent-ils, de descendre dans la rue si les autorités ne réagissent pas pour trouver une solution à leur calvaire. Et ça ne peut pas continuer. On est obligé de descendre dans la rue avec les habitants. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. À Saint-Louis, plusieurs quartiers sont submergés par les eaux de pluie. À Pikine, Darou, Médina Course et Guinaw Rail, par exemple, il est difficile de circuler, voire impossible en toute quiétude. Ousseynou Diop. Suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours, il est presque impossible de circuler normalement à travers la ville de Saint-Louis à cause des flaques d'eau qui ornent les rues de la capitale du Nord. Au niveau de l'avenue Général de Gaulle, à Diaoling, Darou, Pikine, Guinaw Rail et Médina Course, les populations vivent un véritable calvaire. Ibrahim Gueye habite au quartier Diaoling. Selon lui, toutes les maisons de ce quartier historique sont inondées. Toutes les maisons presque sont inondées parce que la nappe aussi est à fleur de peau. Vous savez que la nappe à Saint-Louis à fleur. Adama Saint-Louis loge au quartier Pikine. Il rencontre d'énormes difficultés pour se déplacer. Le problème, ce sont les déplacements. Les gens ne peuvent plus se déplacer. Toutes les rues sont prisonnières des eaux. Vraiment, et puis ce sont des eaux très sales. Même constat à Médina Course. Ici, Mohamed Ba éprouve d'énormes difficultés pour se rendre à son lieu de travail. C'est très difficile que les gens déménagent. Il y a vraiment des gens qui ont suspendu leur lit sur des briques, leur armoire sur des briques. Ils patauent dans l'eau pour dormir, ils patauent dans l'eau pour manger. Et ça, je crois que ce n'est pas une bonne solution, même pour la santé. À Saint-Louis, après la pluie et le mauvais temps, une situation qui perdure depuis des années. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Direction Simal, dans la commune de Fimela. Là-bas, les habitants font face à un réel problème de mobilité. Le pont qui relie Simal au chef-lieu de la commune est envahi par les eaux pluviales. L'ouvrage était déjà dans un mauvais état. Et en décembre, le ministre des Infrastructures avait lancé le projet de construction d'un pont moderne. Aminata Ba. Cette moto a difficilement échappé à une panne. Elle roule sur le pont artisanal de Simal, actuellement submergé par les eaux de pluie. Les habitants du village ne se déplacent presque plus. Ils n'en peuvent plus de ce calvaire. Mamadou Sarr est du village. Simal est une presqu'île. Simal suffoque. Simal étouffe parce que le pont ne marche plus. La route aussi ne marche plus. Tous les produits agricoles sont vendus à Fimela. C'est la même chose pour les produits de la pêche. Il y a des campements touristiques, mais l'accès pose problème. Et les problèmes de mobilité des populations empirent en période d'hivernage. Les autorités s'étaient engagées à construire un pont moderne, mais le projet tarde à prendre forme. Les populations qui perdent patience comptent manifester samedi prochain. Babacar Diagne, natif de Simal. Le ministre en charge des infrastructures, en décembre 2022, il était venu à Simal. Il nous avait dit que dans le cadre du programme de désenclavement, donc le village de Simal aura un pont qui sera construit au plus tard au mois d'avril 2022 et jusque-là, rien. Le processus de construction du pont est pourtant enclenché selon les autorités municipales de Fimela, mais une solution provisoire est prévue pour soulager un tant soit peu les usagers. Karim Sen est le maire de Fimela. Nous attendons la signature de l'entreprise qui va mettre du gravat. Une fois que le contrat sera signé, les travaux vont démarrer. Une solution transitoire. Ce pont artisanal de Simal a été construit il y a environ 20 ans par l'ONG Caritas. Les populations ont souvent mis la main à la poche pour le rafistoler. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. À Kaolack, le casse-tête des marchands ambulants en cette période d'hivernage. Ils peinent à écouler leurs marchandises du fait du manque de clients, mais surtout des conditions météorologiques défavorables. Conséquence, ils éprouvent des difficultés pour assurer la dépense quotidienne.
Fatumbo. Pendant la période d'hivernage, les marchands ambulants font face à des difficultés majeures. Ousmane Silla, un vendeur de matériel électronique qui parcourt la capitale du Saloum, témoigne que son activité est pratiquement à l'arrêt à chaque fois durant cette période. Je vends des matériels électroniques, mais l'activité est à l'agonie pour l'heure. Selon lui, la clientèle se fait rare pendant l'hivernage, ce qui impacte ses ventes. Malgré cela, il garde l'espoir de pouvoir écouler ses marchandises. Quand il pleut, on ne voit plus de clients. C'est vraiment difficile. À proximité, Seydou, un autre vendeur ambulant, propose des chaussures très demandées en cette saison. Cependant, il rencontre les mêmes problèmes que ses pairs en termes de vente. Ce sont les chaussures en plastique qui marchent à cette période, mais s'il pleut, on est obligé de rebrousser chemin. Ibrahim Abba, qui exerce le métier de pousse-pousse depuis 12 ans, brave également la pluie pour maintenir ses activités. On se débrouille sous la pluie afin de vaquer à nos occupations. C'est l'hivernage. Ah oui, ça marche un peu. Les intempéries compliquent de plus en plus le quotidien de ces vendeurs ambulants, mettant en péril leur gagne-pain habituel. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. RFM, partout. Tout le temps. Tous les deux ne sont pas à proprement parler des politiciens pur jus, mais ils émergent désormais aux côtés de politiques et se lancent dans la course à la présidentielle. Serigne Mboup Mahamoudou Ibra Kane, si l'ancien journaliste et ancien directeur général de Média croit à son étoile, Serigne Mboup, lui, va plus loin. Il veut créer le déclic dans le monde des Domoudara. Force et faiblesse des deux, dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Mamoudou Ibra Kane, Serigne Mboup, même s'ils ont des statuts et des trajectoires différents, les deux partagent quand même quelque chose en commun. Leur visage est familier. Le journaliste et analyste politique Ibrahima Bakhoum. Parce que, comme on dit, la politique c'est des noms et des visages. Les deux ont et le nom et le visage. Mamoudou Ibra Kane, tout le monde connaît. Serigne Mboup, tout le monde connaît, enfin je présume. Donc ça c'est au moins un avantage acquis pour les deux. L'autre chose c'est quoi? C'est maintenant, j'ai entendu Serigne Mboup effectivement qui dit qu'il est plus facile de gérer un pays que de gérer des entreprises. Il met au pluriel les entreprises. Bon, c'est sa manière de voir. Évidemment, nous sommes dans un monde libéré partout en termes d'économie, donc c'est l'entreprise qui prime. Si vous avez cette connaissance de l'entreprise, si vous avez fait vos preuves, Serigne Mboup a ça, il a le réseau international, il a rencontré beaucoup de gens dans le monde, etc. Ça lui fait une certaine crédibilité. Mamoudou, du point de vue maintenant de l'aspect politique, de la culture générale, la culture de la société sénégalaise, la connaissance de la société sénégalaise, oui, il a un avantage également sur cela, parce que de toutes les façons, Mamoudou, il a l'avantage déjà au Sénégal de parler 3 langues, ce qui n'est pas rien, de parler français, de parler le Wolof et de parler également le Pula, et donc ça fait des avantages. Donc voyez-vous, Mamoudou, il a un support qui peut toujours l'accompagner. Serigne Mboup a également des supports qui peuvent l'accompagner. Chacun d'eux a une chaîne de télévision au moins, l'autre a à la fois chaîne, radio et journal. La présidentielle, un rendez-vous entre un homme et son peuple. L'enjeu de visibilité important donc. Les deux peuvent aussi incarner la nouveauté, le changement. Babacar Dione, analyste politique. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé entre PASTEF, Benno Bokk Yakaar, Yewwi et tout ça, je crois que les Sénégalais pourront avoir besoin d'un autre souffle. Donc en écartant, oui, c'est une possibilité, c'est une probabilité, en écartant tous ceux qui sont dans ces guerres, dans ces bagarres qui font mourir des Sénégalais, on peut penser que les Sénégalais puissent vouloir changer complètement, radicalement. Mais quelles sont les faiblesses des deux? L'absence de machine électorale, principalement. Mais ce n'est pas tout. Le journaliste et analyste politique Ibrahima Bakhoum. Je veux dire, la politique au Sénégal, malheureusement, c'est des invectives, c'est des coups. Ça n'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur allié. Les coups qu'on donne, les invectives, c'est pas le meilleur allié pour un candidat. Mais ici, il s'adressera à un peuple qui en est à cette culture de, comment est-ce qu'on dit, d'agasanté, quoi. Évidemment, dans les deux cas, l'un en termes de Yaroudara va avoir ce handicap, l'autre en termes de journaliste ferré attaché à l'éthique et la déontologie également. À part ce handicap-là. Donner un autre souffle à la campagne, mais à condition d'exister aux côtés
des gros mastodontes que sont Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi, entre autres. Et puis, notez pour boucler cette première partie, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi rencontre les journalistes. Conférence de presse depuis 11h au siège du PRP. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Nafissatou Silla. Bonjour Georges Détier. Le Mali d'abord, le blocus des groupes terroristes entre Bambara Maoudé et Tombouctou met les voyageurs en détresse. Depuis plus d'une semaine, des hommes armés bloquent la route reliant Mopti à Tombouctou au niveau de Bambara Maoudé, une situation qui impacte fortement les passagers. Notre envoyé spécial à Mopti, Zanga Abdoulaye Ouattara, s'est rendu à la gare pour rencontrer certains voyageurs. Reportage. À la gare de Tombouctou, 6 à Sévaré dans la région de Mopti, la désolation se lit sur le visage des passagers. Ils sont à l'attente d'un véhicule depuis près de 7 jours. Que nos autorités administratives et militaires prennent les dispositions nécessaires pour la libération de nos voies. Nous sommes venus pour une semaine de camp, mais on est là, ça s'est prolongé puisqu'il n'y a pas de sécurité pour aller à Tombouctou. Je ne sais plus quoi penser. On demande aux autorités de trouver une solution plus vite. Rien ne rentre donc à Tombouctou par la route en provenance de Mopti. Les camions et certains véhicules de transport en commun sont bloqués à Bambara Maoudé, un blocus imposé par des groupes armés terroristes. Et pourtant, selon Idrissa Maïga, chef d'escale de la gare de Tombouctou à Sévaré, la voie reliant Mopti à Tombouctou en passant par Bambara Maoudé est le seul chemin praticable pendant l'hivernage. Nos véhicules sont partis jusqu'à Bambara Maoudé, ils sont restés là-bas pendant des jours, ils n'ont pas pu passer. Il faut que l'État nous aide pour libérer cette route. En attendant la levée de ces blocus des groupes armés, certains passagers dorment à la gare. Ils espèrent avoir la priorité dès la reprise des activités. D'autres ont préféré chercher des billets pour voyager par bateau. Zanga Abdoulaye Ouattara des retours de Mopti à Bamako pour la radio Futur Média. Toujours au Mali, dans la région de Mopti, les villages de Yarou et Didiéli dans la région de Bandiagara ont été attaqués ce week-end par des hommes armés. Bilan 25 morts et 11 blessés. La société civile alerte les autorités sur la situation. D'ailleurs, un membre de la société civile de Bandiagara, sous le couvert de l'anonymat, interpelle le gouvernement malien et l'invite à prendre des dispositions pour sécuriser davantage la région. Il est au micro de notre reporter, de notre envoyé spécial à Mopti, Zanga Abdoulaye Ouattara. Nous voulons adresser un message à nos autorités. Il y a eu plusieurs actions qu'on a menées. On est allé même jusqu'à organiser des marches. Malheureusement, il y a eu un mort. Jusqu'à présent, nous revenons encore alerter nos autorités et leur demander toujours plus de sécurité du Mali en entier, mais singulièrement chez nous dans la région de Bandiagara, de mettre tout en œuvre pour que dans les plus brefs délais, ils puissent poser des actions qui vont rassurer la population. Sinon, nous sommes traumatisés. Et à Yaro, ce qui s'est passé, c'est encore pire que ce que nous avons connu à... Georges, au Niger, des milliers de partisans de la junte se sont rassemblés à Niamey et Agadez hier. C'est pour afficher leur soutien aux généraux et critiquer les puissances occidentales, la France notamment, mais aussi les États-Unis. Ces manifestations surviennent au lendemain d'un discours télévisé du nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, dans lequel il a promis une transition de 3 ans, Georges. En République démocratique du Congo, l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon devant la Cour constitutionnelle. Le procès s'ouvre aujourd'hui même. Augustin Matata Pognon Mapon, soupçonné de détournement de plus de 205 millions des 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo à 200 km de Kinshasa. Mais l'opposant et candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain clame son innocence. Sodetian pour les détails. Nous y reviendrons certainement pour l'édition en Wolof. En Arabie Saoudite, des migrants éthiopiens tués par l'Arabie Saoudite à sa frontière avec le Yémen. Information Human Rights Watch. L'ONG Human Rights Watch accuse les gardes frontières saoudiens d'avoir tué depuis l'année dernière des centaines de migrants originaires de l'Éthiopie. Ces derniers tentaient de pénétrer en Arabie Saoudite. Voyons tout cela avec Khadija Anne. L'ONG s'appuie sur des entretiens effectués
tués avec 38 migrants ayant tenté de pénétrer en Arabie Saoudite depuis le Yémen. Il évoque la présence d'armes explosives, des tirs à bout portant de la part de gardes frontières saoudiens qui demandent aux Éthiopiens sur quelle partie de leur corps ils préfèrent que l'on tire. Fin de citation. Des survivants racontent comment ils ont été amenés dans des camps de détention frappés à coups de pierre. Un jeune homme affirme avoir été forcé de violer 2 filles de 15 ans pour ne pas être exécuté. Des images satellites, des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux ou recueillies auprès d'autres sources viennent étayer les témoignages des Éthiopiens. On peut y voir des personnes fuyant à travers des montagnes. Certains sont blessés. Il s'agit, selon l'ONG, de migrants éthiopiens qui ont quitté leur pays pour des raisons économiques ou parce qu'ils se sentaient en danger. Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par l'ONG. Les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch, selon lesquelles des gardes frontières saoudiens auraient tiré sur des Éthiopiens traversant la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables, déclaré à l'AFP. Georges Détier, c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci Nafissa Toussila. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux alentours de midi 30 minutes, il sera question de point de vue avec Babacar Ba, président du Forum du Justiciable et de Daoud Amin, chroniqueur judiciaire et directeur de publication du site IGFM. Nous allons parler de la justice et des derniers dossiers politiques. Le prétexte, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, rencontre au cours de laquelle les nombreuses arrestations au cours de ces derniers mois ont été évoquées. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Georges et bonjour à tous. Athlétisme, les championnats du monde se poursuivent à Budapest. À surveiller les demi-finales du 110 mètres et il y aura donc sur la ligne de départ le Sénégalais Louis-François Mendy qui a terminé hier premier de sa série avec un chrono de 13 secondes 24. Le hurdleur sénégalais a remporté il y a un peu plus de 15 jours une médaille d'or aux Jeux de la francophonie. C'était en RDC. Anna Rocha y était et l'a rencontré. Depuis le début de sa carrière pro en 2017, Louis-François Mendy a déjà remporté 5 médailles. Lors des championnats d'Afrique junior de Tlemcen en Algérie, il termine 2e. 2 ans plus tard, le spécialiste du 100 mètres et obtient une médaille de bronze aux Jeux africains de Rabat. Mais jusqu'ici, sa meilleure performance est une médaille d'or obtenue lors des Jeux de la francophonie à Kinshasa en août dernier. Le mardi 1er août, sur la piste du Stade des Martyrs, le natif de Grand Yoff signait un chrono de 13,38, nouveau record des Jeux. Le lendemain, il offre à la Team Sénégal une médaille d'argent au relais 4x100. La modestie pour lui, c'est pour les faibles. C'est pas terrible, je savais que j'allais gagner, c'était un peu léger. Je ne me suis pas dit que j'ai pas de concurrence, je ne vais pas courir. Du coup, j'ai mis le paquet et ça m'a payé en fait. Après une période de disette durant laquelle le jeune Sénégalais bloqué sur les séries, le Phénix renaît de ses cendres l'année dernière lors des Jeux de la solidarité islamique à Konya. Il rentre avec une médaille d'argent. Hier, l'athlète sénégalais s'est qualifié pour les demi-finales du championnat d'athlétisme des championnats d'athlétisme en terminant premier de sa série avec le 2e meilleur chrono. Pour maintenir le cap, le jeune homme de 24 ans s'est forgé un mental d'acier. On mouille le maillot sur le terrain. Même si on a une médaille, tu te donnes à 100%. Le 1er juillet, Louis-François Mendy, ex-pensionnaire du Centre africain d'athlétisme de Dakar, créé par le médaillé olympique El Hadj Amadou Diaba, s'est aussi qualifié pour les prochains Jeux olympiques, ceux de Paris 2024, grâce à un chrono de 13 secondes 18, le 11e meilleur chrono de l'année dans cette discipline. Anna Rocha, Louis-François Mendy donc, qui va disputer sa demi-finale du 110 mètres et ce soir à 18h05 heure de Dakar. La finale est prévue à 19h40. L'autre représentante du Sénégal, Sangone Kadji, entre en lice pour le triple saut mercredi. À suivre également ce soir à 19h50 la finale féminine du 100 mètres parmi les concurrentes, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou. Et puis hier, le Botswanais Letsil Tebogo a décroché l'argent au 100 mètres. Le sprinter de 20 ans est le premier Africain à remporter une médaille parmi
les hommes les plus rapides au monde, Georges. Basketball masculin, les Lions du Sénégal rentrent du Nigeria cet après-midi. Les Lions battus en finale hier par le Cameroun ont terminé deuxième du tournoi de préqualification olympique. Mais l'équipe majoritairement composée de jeunes s'est bien comportée et pourrait bien représenter le Sénégal à l'Afrobasket prévu en 2025. Soda Cham. On va suivre Soda Cham donc, qui s'est entretenu tout à l'heure avec le sélectionneur Mamadou Gueye Papi. L'équipe nationale masculine du Sénégal ne participera pas au JO de Paris 2024 puisque les Lions sont éliminés dès le tournoi pré-qualification olympique. Mais le sélectionneur tire un bilan satisfaisant avec des joueurs qui se sont encore signalés. Mamadou Gueye Pabi. Nous avons eu à avoir 4 matchs, nous avons gagné les 3 et en perdre 1. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai eu un groupe vraiment jeune, talentueux, très engagé. La plupart, c'était leur première sélection. Ils ont montré de très bonnes choses pour qu'on puisse à l'avenir pouvoir compter sur eux. Le staff technique ne compte pas baisser les bras. Selon Mamadou Gueye Pabi, l'équipe travaille déjà sur les prochaines joutes, comme les éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Les perspectives sont certainement les qualifications de la Coupe d'Afrique qui se tiendront au mois de février déjà. Quand nous allons travailler comme nous avons l'habitude de faire en étroite collaboration avec Dessagara Diop, Amadou Mbodj et moi-même pour voir comment faire pour avoir une équipe compétitive d'ici le mois de février. Pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2025, le Sénégal pourra compter sur de jeunes joueurs qui ont été performants lors de ce tournoi, à l'image de Ousmane Diaye, meilleur rebondeur. Mamadou Gueye Pabi entretient alors qu'il était dans l'avion Youssouf. Effectivement, direction Dakar. Alors, football à présent, phase nationale Oncav à Kaffrine, suite des huitièmes de finale. Les matchs prévus ce soir au stade El Hadj Babacar Gaye de Kaffrine. Notez ce match entre Yehu de Djourbel et Diawono de Louga à 16h. À 18h, Bokhara de Dakar, Alliance de Dakar également, Forage Paus de Kaolack, Paus Kotodon, qui affronte Boulan de Djourbel. Le match est prévu à 20h. Et puis à 22h, Waidan de Thiès qui fera face à Bokou Djom de Kaffrine. Les résultats des huitièmes de finale joués ce week-end. Notez donc la qualification de Hayo de Matam qui a éliminé Dakargi de Kaolack. Ça passe également pour Marbat de Louga qui a sorti Réveil de Saint-Louis 3-1. Hayo de Matam a battu Dakargi par 2-0. 0-0 entre Belfort de Ziguinchor et Campement de Kaolack. Et c'est finalement les Ziguinchorois qui passent au tir au but 5-4. Ça passe au tir au but également pour Espoir d'Isso de Matam qui sort l'équipe de Khandalou Kaffrine 5-4-0-0. À la fin du temps réglementaire, les équipes de la zone de Sangalkam sont obligées de délocaliser leur match à Rufisque. Les travaux du stade municipal sont aux arrêts depuis des années. Le directeur du 6S habitant de la commune a décidé donc de porter le plaidoyer. Salou Keita qui remettait aux 20 AIC de la zone 7A et B des Jeux de maillot. Il est au micro de Abou Diouf Diagne. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est le plaidoyer de la jeunesse. Sangalkam manque d'infrastructures sportives. Et nous avons bien noté et nous allons parler avec les autorités en charge du sport au Sénégal. Je voudrais parler du Premier ministre, M. Amadou Ba, qui assure aujourd'hui l'intérim. Nous allons lui parler, nous allons l'informer de la situation. Nous allons également parler avec le directeur de l'AGETIP pour trouver des solutions à quand même cette doléance de la jeunesse de Sangalkam. C'est important, mais surtout dire que la préoccupation, ce n'est pas réellement les navétanes. Les navétanes, c'est juste un prétexte. Mais l'orientation, c'est d'aider la jeunesse de Sangalkam. Au-delà du mouvement navétane, au-delà des ASC, j'ai parlé avec les présidents d'ASC. Organisons des sessions de formation pour sensibiliser les jeunes au niveau des quartiers, pour leur dire l'Europe n'est plus l'Eldorado, mais il faut au niveau du terroir qu'il y ait des programmes pour les fixer d'abord. Et ces programmes-là, nous allons travailler sur ce qu'on appelle une ASC, un projet, pour enrôler le maximum de jeunes au niveau de ces localités-là, pour faciliter
leur insertion socio-économique. Saliou Keita, le directeur général du CICES, et puis au mot du foot en Europe avec l'Angleterre, la suite de la deuxième journée de Première Ligue. Arsenal qui se déplace à Crystal Palace. Le match est prévu à 19h. Et puis en Italie, première journée de Serie A, Bologne qui reçoit l'AC Milan à 18h45, Georges. Merci Youssouf Bodian. 94.0, la radio en puissance. Retour sur le drame des migrants de Fass-Boye. Les 38 rescapés de retour à Dakar cet après-midi. Les 7 dépouilles vont être enterrées sur place. La délégation sénégalaise, à sa tête la ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, est depuis hier au Cap-Vert pour le racheminement au pays après une semaine de suivi dans les structures sanitaires au Cap-Vert. Mais à Fass-Boye, quel est l'état d'esprit des familles et comment comptent-elles accueillir les rescapés? Koumba Sandiane Faye. Des familles dont la détresse et le désarroi, ayant perdu des êtres chers, des jeunes, soutien de familles qui pour la plupart partaient en mer pour la dépense quotidienne. Aujourd'hui, ce sont leurs corps pour certains que ces familles vont devoir enterrer et pour d'autres des fils traumatisés. Mais les familles à Fass-Boye soutiennent que l'étape la plus difficile est enterrée. Abdoulaye Nion, lui, a perdu dans ce drame son fils et d'autres neveux. Je pense que le plus difficile est derrière nous. C'était lorsque nous étions sans nouvelles de cette pirogue qui voguait dans l'océan. Pour lui, c'est prématuré d'acheminer ces rescapés chez eux au point de départ. Les autorités devraient procéder à un suivi psychologique d'abord. Je pense que les autorités devraient accompagner psychologiquement les victimes. Des soins psychologiques sont nécessaires. Je pense qu'il faut les acheminer directement au point de départ. C'est que Ngote Kanj, un autre notable de Diogo-sur-Mer, localité environnante de Fass-Boye, trouve une porton. Des épreuves difficiles à mer. Ces jeunes s'y sont habitués. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Ces jeunes sont des pêcheurs. Ils ont l'habitude de vivre des épreuves très difficiles en mer. Nous sommes prêts à les accueillir. Un suivi médical est certes intéressant. Par contre, plus jamais de départ irrégulier de pirogues en partance pour l'Espagne. Ils se disent mobilisés pour la dénonciation. Maintenant, c'est décidé. Nous allons tous les dénoncer. Les dépouilles et rescapés seront acquis ici au Sénégal. RFM, presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Alimboua, bonjour. Bonjour. À la une, les échos de l'Assemblée générale de l'UMS. Attaque contre ses membres, perception entretenant la confusion sur l'indépendance de la justice, gestion des carrières, l'UMS fixe les limites, titre Vox Populi. En Assemblée générale ce week-end, les magistrats veulent plus de quiétude et de justice, constate le journal. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal de monter alors au créneau, Ousmane Choumier Diouf, affirme, je cite, la magistrature ne peut pas être la cible permanente de justiciables à qui des faits sont reprochés. Les citoyens doivent s'abstenir de tout acte contraire aux intérêts de la communauté, respecter les institutions, la liberté des autres et les lois. Et de dire aussi que la justice doit éviter de jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique. La justice doit se limiter à réguler la société. Fin de citation. L'AS parle de rébellion contre la justice elle-même. L'UMS, dans tous ses éclats, relève le confrère. Selon le journal Les Échos, les magistrats déplorent aussi les consultations à domicile, consultations tous azimuts et exigent l'harmonisation de l'âge à la retraite, car dans la magistrature, les plus jeunes partent, laissant la place aux plus vieux. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est exprimé. Professeur Ismaël Madior Fall donne des gages. L'État du Sénégal est là pour veiller au bon fonctionnement de Dame Justice. Malgré les menaces de mort, les magistrats ont tenu, ils n'ont pas cédé à la pression et de demander dans l'enquête d'éviter des considérer les affectations et les nominations loin de Dakar comme des sanctions. Le journal finit par dire que la justice solde ses comptes. Quoi qu'il en soit, semble relever enquête. Ismaël Madior Fall partage quelques difficultés quand même. 27 sur 449 magistrats pour les hommes et 50 sur 109 pour les femmes n'ont jamais exercé en dehors de Dakar. Sur un effectif de 548 magistrats, 2 sont en disponibilité, 53 en détachement. La plupart n'ont jamais exercé
exercés hors de la capitale. L'essentiel des magistrats sont concentrés à Dakar, ce qui annule pour certains la possibilité d'occuper des postes de nomination, des postes de responsabilité, surtout du côté des femmes. Titre du journal Chimère et Ismaïla, désolé les camarades de Karim Wade du PDS, ils dénoncent le renouvellement des instances de ce parti à moins de 6 mois de la présidentielle. Selon le journal Les Échos qui rapporte la nouvelle, ils parlent de décisions insensées et lourdes de conséquences. Wade fils accusé d'être derrière le coup fourré. Pendant ce temps, du côté des autres états-majors politiques, on se prépare. Vox Populi renseigne que Malick Gakou entame sa tournée de parrainage, tandis que Mamoudou Ibra Kane table sur 12 défis majeurs. Du côté de Rewmi, Idrissa Seck enquête informe que Idi déblaye le terrain, il déblaye les chantiers de 2024. Dans l'Obs, Serigne Mboup, l'homme d'affaires, déclare lui aussi sa candidature. Candidat à la candidature, il dit « Je suis venu pour montrer aux Ndongo Dara qu'ils peuvent être dans le système, accéder à n'importe quel poste ». Fin de citation. Dans le journal Libération, rebondissement dans l'affaire Juan Branco, une nouvelle arrestation enregistrée. Le confrère nous dit que Ndioguka, un ami du maire de Sangalkam, a été cueilli nuitamment par la section de recherche. Dans le même journal, poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie à la grossesse et complicité, Mama Koundoul et compagnie déférés ce lundi. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien. Pape Matar Sarr qui tient son match référence en Premier League, il a marqué face à Manchester United. Le journal Record nous dit que Pape Matar a fait une prestation double XL. Oui, Pape Matar, une titularisation réussie. Dans le journal Record, le combat Ama Baldé Gris Bordeaux-Calais pour le 1er octobre prochain. Le CNG maintient donc la date, prévient et menace. Voilà tous. À midi, 36 minutes à présent, point de vue. Bonjour Daoudamine. Bonjour Georges Bétier. Vous êtes chroniqueur judiciaire, directeur de publication du site IGFM. Dans un instant, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, va nous rejoindre. Il est déjà sur place. Bonjour Babacar. Bonjour Babacar Ba. Allô, bonjour Babacar Ba. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, je vous entends bien. Alors, nous allons parler de la justice et des dossiers politiques. Le prétexte, c'est l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, rencontre au cours de laquelle beaucoup de sujets ont été évoqués, notamment les nombreuses arrestations au cours de ces derniers moments. Lors de cette rencontre, Babacar Ba, l'Union des magistrats du Sénégal s'est défendue de ces nombreuses arrestations, arguant même qu'aucun magistrat n'est à l'origine des faits reprochés aux citoyens devant être jugé par ses membres. Est-ce que vous êtes en phase avec lui qu'il n'y a aucune pression sur la justice sur ces dossiers? Alors, Georges, je voudrais préciser d'emblée, et ça c'est important, qu'il n'existe, Georges, aucun système judiciaire qui est parfait dans le monde. Un système judiciaire parfait, ça n'existe nulle part. La justice est une œuvre humaine, et comme toute œuvre humaine, elle peut comporter des lacunes à améliorer. D'ailleurs, c'est ce qui justifie que de temps en temps, qu'on initie des réformes judiciaires pour améliorer le bon fonctionnement du service public de la justice. Mais, il y a un mais. Cela aujourd'hui ne nous donne pas également le droit. Cela ne donne droit à aucun justiciable quand même de mettre la pression à la justice ou bien de jeter le discrédit sur la justice. Cela ne donne droit à aucun citoyen également d'insulter ou de menacer un quelconque magistrat. Georges, aucun citoyen sénégalais ne doit poser un acte qui aujourd'hui peut quand même affaiblir la justice. Nous devons un respect total à la justice qui est notre dernier rempart. Au contraire, je pense que chaque citoyen sénégalais doit se soutenir quand même de mettre la pression ou bien de poser des actes qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut affaiblir la justice. Je pense qu'on doit tous concourir à renforcer la justice. J'ai l'habitude de dire également que nous avons les meilleurs magistrats de la sous-région.
Et même à l'international, aujourd'hui, on n'a vu personne. Les magistrats sénégalais sont dans les instances onusiennes et partout dans le monde. Les magistrats sénégalais sont très bien formés. Et j'en ai pour preuve aujourd'hui, Georges. Des centaines de décisions de justice sont rendues tous les jours à travers les différents tribunaux, sans tambour ni trompette, dans toutes les matières, que ce soit en matière civile ou bien en matière commerciale et également en matière pénale. Mais aujourd'hui, Georges, je pense que la justice... Mais justement, c'est pourquoi le problème se pose avec les dossiers politiques, avec la célérité dans laquelle ces dossiers sont vidés. Oui, j'en viens. Georges, aujourd'hui, la justice, elle est sous les projecteurs que quand un acteur politique est impliqué. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. On ne critique la justice que quand un acteur politique aujourd'hui est impliqué. Donc, aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques doivent aujourd'hui quand même arrêter d'instrumentaliser la justice. Les acteurs politiques doivent revoir aujourd'hui leur posture par rapport à la justice. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit que aucun magistrat, en commençant également par les justiciables, c'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, nous voulons être exigeants par rapport à la justice, je pense qu'il y a une posture que nous devons incarner. Et quand je parle de nous, c'est le citoyen lambda, c'est également les acteurs politiques, et surtout les acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand la justice est critiquée, quand la justice est menacée, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a un acteur politique qui quand même aujourd'hui est impliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, Georges, moi, encore une fois de plus, je fais partie de ces rares Sénégalais qui pensent que nous avons un bon système judiciaire. Maintenant, il y a quand même des choses à améliorer. Et voilà, on viendra sur ce qu'il faudra améliorer très rapidement donc. Oui. Oui, allez, très rapidement, quelques secondes, le temps que je donne la parole à Daoud Amin. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à améliorer. Parce que si vous regardez bien, le plus souvent, ce que les justiciables reprochent à la justice, le plus souvent, c'est les mandats de dépôt qui sont délivrés de manière systématique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, et je me rappelle à l'époque quand l'actuel ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, faisait des recommandations allant dans le sens qu'aujourd'hui, il faut quand même rationaliser les mandats de dépôt. Mais, encore une fois de plus, toutes les personnes, parce que moi je dis que le juge, quand il décerne un mandat de dépôt, le juge, est bien fondé. Parce que, d'habitude, c'est des citoyens qui ont posé des actes qui sont en marge de la société. Il faut avoir le courage de le dire. Bien, je reviens à vous dans un instant, Babacar Ba. Alors, Daoud Amin, même question. La justice peut-elle se défendre d'être le bras armé de l'État, surtout dans certains dossiers politiques? En d'autres termes, est-ce que l'UMS n'est pas en train là d'évoquer ce que devrait être le principe? Je pense que l'UMS est en train effectivement d'évoquer le principe. Parce que, comme on le sait, les magistrats ne doivent être soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais il faut qu'on se rende compte également que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, qui a bel et bien un droit de regard sur son bon fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qui doit être compris, et par l'UMS, et par les magistrats, et par les justiciables. En matière de justice, la perception, elle est fondamentale. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons deux sortes de magistrats. Nous avons les magistrats du siège et les magistrats debout. Du parquet. Les magistrats debout, les magistrats assis. Voilà. Les magistrats du siège, eux, ils ont véritablement, les textes consacrent en ce qui les concerne une indépendance totale. Voilà. Même quand il s'agit de les affecter, il va falloir qu'on leur demande même leur avis parce qu'ils ont la règle de l'inamovibilité qui s'applique à eux. En revanche, pour ce qui concerne les magistrats du siège, les magistrats du parquet, c'est là où le problème se pose. Parce que quand vous prenez, même, et je te parle de ça, c'est textuel, c'est textuel. Quand vous prenez même l'article 28 du Code de procédure pénale, cet article dit que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportune. Et l'article 25 ajoute que le ministère public est tenu de prendre en compte les réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le ministre de la Justice.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le ministre de la Justice, l'exécutif d'une manière générale, a un droit de regard sur le fonctionnement de la justice. Justement, est-ce que cela ne donne pas raison aux contempteurs de la justice, la justice devant être jugée dans son ensemble avec la force qu'a le parquet, le pouvoir, les pouvoirs du parquet? C'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, en amont, lorsqu'il s'agira d'enclencher un certain nombre de procédures, c'est le procureur qui peut le faire. Aucun juge du siège ne peut se donner. Les juges du siège n'ont pas de pouvoir d'autosaisine. Le juge d'instruction ne peut pas se donner un dossier. Le magistrat, le juge qui est dans la juridiction de jugement, ne peut pas également se confier un dossier. C'est le procureur de la République qui est le maître des poursuites, qui enclenche les poursuites, qui confie un dossier en juge d'instruction. En matière de flagrant délit, c'est le magistrat du parquet, le procureur de la République qui place son mandat de dépôt, qui enrôle le dossier au niveau du tribunal des flagrants délits. Donc, juste pour dire que le procureur de la République, qui est en amont de tout ce qui se passe au niveau de la justice, est un pendant de l'exécutif parce qu'il peut recevoir des instructions écrites du ministère de la Justice. C'est ça le problème fondamental que nous avons ici avec notre système judiciaire. Alors, Babacar Ba, est-ce que l'on peut extirper de la main politique dans ces nombreuses arrestations qui ont été évoquées lors de l'Assemblée générale de l'UMS, nombreuses arrestations, dont le cas Ousmane Sonko? Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit d'accord sur notre système judiciaire. Aujourd'hui, le procureur, l'opportunité des poursuites est attribuée au procureur. Le procureur, c'est l'avocat de la société. Georges, il faudrait qu'on soit d'accord parce que nous avons un système judiciaire qui est ainsi fait. Maintenant, si aujourd'hui... la société dans son ensemble. Oui, Georges, si aujourd'hui le procureur de la République, qui est le maître des poursuites, estime qu'il y a des actes qui ont été posés et que ces actes-là vont à l'encontre des textes et que ces actes-là peuvent être qualifiés d'infraction. Donc je pense qu'aujourd'hui, le procureur de la République est libre quand même de poursuivre. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ait un juge qui est tout à fait indépendant. Et quand on parle de l'indépendance de la justice, moi je pense que cette indépendance, il faudra la mesurer par rapport au magistrat du siège. Et bon, même si dans la Constitution, on n'a pas fait cette distinction, parce que dans la Constitution, on dit que la justice, elle est indépendante. Donc cette indépendance, pour moi, autant qu'elle incombe, qu'elle s'impose au juge du siège, mais également cette indépendance s'impose au magistrat du parquet. Aujourd'hui, je pense que cette indépendance, comme je l'ai dit, il faudra la mesurer par rapport au juge du siège. Encore une fois de plus, Georges, moi je pense que c'est le juge du siège qui a aujourd'hui la possibilité, les prérogatives de condamner une personne. Le procureur, il est dans son rôle. À chaque fois que le procureur... Oui, mais on n'en est pas encore là. On évoque surtout les arrestations. Oui, et de ces arrestations, c'est le procureur qui est à l'origine la plupart du temps. Maintenant, en fait, je ne dis même pas la plupart du temps. Maintenant, Georges, c'est-à-dire, pour ces arrestations-là, à chaque fois que des personnes, des citoyens sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont posé des actes qui sont condamnables. Je pense qu'il faut avoir le courage quand même de le dire. Le procureur ne peut pas... Vous les jugez déjà? Mais attends, non. C'est-à-dire que des actes, en tout cas, qui présentent des indices que, voilà, le procureur estime que, encore une fois de plus, que ces actes-là sont des actes répréhensibles. Maintenant, le procureur, il est dans son rôle, il les poursuit. Maintenant, c'est au juge quand même d'en décider. C'est pourquoi je vous ai dit l'indépendance de la justice, il faudra la mesurer par rapport au juge du siège. Maintenant, Georges, aujourd'hui, quand des édifices sont vandalisés, quand, en tout cas, des citoyens, d'honnêtes citoyens, s'attaquent aux travaux du BRT, quand aujourd'hui, des actes de banditisme sont posés, vous voulez que le procureur croise les doigts et laisse faire? À partir de ce moment, on ne sera plus dans un état de droit. Je pense qu'il faudrait également qu'on ait le courage de le dire. Maintenant, ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, quand le procureur arrête des personnes, il faudrait que la procédure soit une procédure très rapide. C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des questions de longue détention. Nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand le procureur arrête une personne, on souhaiterait à ce que les droits de la défense de cette personne soient vraiment garantis. C'est pourquoi aujourd'hui, on a toujours estimé qu'il faudrait qu'on aille vers
l'instauration d'un juge de la détention et des libertés. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, le procureur est une partie au procès. Le procureur ne peut pas poursuivre, mais également décider du sort, en tout cas, de la personne qui est poursuivie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le fond, il faudrait qu'on aille vers l'instauration d'un juge de la détention et des libertés. Si le procureur estime que voilà, telle personne a posé des actes qu'il faut poursuivre, le procureur n'a qu'à déclencher l'action publique. Maintenant, il reviendra au juge du siège, qui est tout à fait indépendant, de décider est-ce que cette personne, est-ce qu'un mandat de dépôt sera décerné ou pas, en attendant le jugement, pour que le juge, encore une fois, plus du siège, puisse en décider. Mais je rappelle que nous sommes dans un état de droit, et un état de droit obéit à des règles. Merci Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Je termine avec vous, Daouda Mine, chroniqueur judiciaire, directeur de publication du site IGFM. Comment faire pour réconcilier, Daouda Mine, la justice et le justiciable, mais également les politiques pour un rapport de confiance? Bon, je suis d'accord avec Babacar Ba sur un point. Que l'État doit veiller à l'exécution des lois. Ça, c'est un fait. L'État doit veiller à l'exécution des lois. L'État a l'obligation de faire en sorte de protéger ses administrés et de poser des limites pour que les libertés des uns n'entravent pas celles des autres. Mais il doit par la même occasion veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ça, c'est un fait. L'autre chose, c'est qu'effectivement, le procureur a un pouvoir d'autosaisine, comme il l'a si bien dit. Ce sont des prérogatives qui lui sont dévolues par le Code de procédure pénale. Il y a même une section où on parle des prérogatives du procureur de la République. Maintenant, la perception que les gens ont, et c'est ce qui pose problème, c'est qu'il y a certains qui peuvent se permettre de faire un certain nombre de choses. Bon, on ne fait absolument rien pour les arrêter. En revanche, il y a d'autres, lorsqu'ils font ces mêmes actions-là, ces personnes-là sont arrêtées. L'autre chose également, Babacar Ba l'a si bien dit, l'indépendance, il faut la prendre dans sa globalité. Mais disons que l'exécutif, au niveau de la justice, l'exécutif est en amont et en aval. En amont, parce que l'exécutif peut donner des instructions au procureur de la République, mais en aval également parce que l'exécutif a un droit de regard sur la carrière des magistrats du siège qui sont censés être indépendants et même à la possibilité de les affecter contre leur gré. Quand vous voyez ce que l'UMS a dit, aujourd'hui, on a permis à une catégorie de magistrats de partir à la retraite à 68 ans, là où d'autres partent à la retraite à 65 ans. Et ça, c'est le fait de l'exécutif, ce n'est pas le fait de la magistrature. Lorsque un magistrat du siège pose un acte qui n'est pas en conformité avec la volonté de l'exécutif, bon, lors du prochain conseil supérieur de la magistrature, voilà, cette personne-là peut être affectée. Ce sont ces problèmes-là. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de réformer les textes, de faire en sorte que l'exécutif ne puisse pas avoir la mainmise qu'elle a présentement au niveau de notre justice. Et en ce moment-là, on pense qu'il y aura une réconciliation entre la justice et les populations sénégalaises parce qu'encore une fois, rappelons-le, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais et le peuple sénégalais a un droit de regard sur ce qui se fait. Merci Daouda Mine, journaliste, chroniqueur judiciaire, directeur de publication du site IGFM. Merci également à Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Lamine Sow qui était à la partie technique, Yassine Pouy à la digitalisation, El Hadj Ndiogoudien à la coordination. 13h.